Mais d'abord, accueillons tout de suite Pierre-Olivier Langevin, qui est de GPS Médicis. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour, François. Peut-être juste rappeler rapidement qu'il y a une conférence qui sera donnée le 25 novembre, donc dans moins de 2 semaines, par votre patron. Hein? Oui, mon collègue Carl Simard va donner une conférence sur comment évaluer la gestion de ses placements. C'est une question qui revient souvent. Les gens ne savent pas vraiment comment procéder. On a souvent des conseils de base, allez voir sur le site de l'AMF, par exemple. Mais Carl a préparé une bonne conférence pour aller un peu plus en détail. Ça a lieu au pavillon de l'Université de Sherbrooke à Longueuil, donc tout juste à côté du métro Longueuil. 25 novembre, les places sont limitées. Donc, réservation sur notre site web, gpsmedici.ca ou via téléphone 450-723-0614. Combien ça coûte? C'est gratuit, je pense? Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Et voilà, c'est dit. Parlons maintenant de la stratégie de revenu fixe. Oui. Parce que là, ça commence à être litigieux un peu, là, parce qu'avant, c'était pas payant. Avec les augmentations de taux d'intérêt, est-ce que ça risque de l'être davantage? C'est la grosse question que les gens nous posent. Mais au-dessus de à quel point c'est payant, bien, allons tout d'abord. Souvent, les gens nous disent chez Médicis que, on est des investisseurs en actions, puis ils sont étonnés d'apprendre qu'on fait de l'investissement en revenu fixe. Nous, aujourd'hui, on veut vous partager notre stratégie, finalement, vous montrer, mais qu'est-ce qu'on fait pour investir en revenu fixe? Et oui, ce que vous dites est intéressant. Les taux d'intérêt sont tellement bas qu'il faut trouver des stratégies, innovatrices pour aller chercher un rendement intéressant. Alors, on affiche peut-être sur l'écran la pyramide. Dans le fond, c'est notre stratégie qu'on a matérialisée en un schéma. Au haut de la pyramide, c'est vraiment optimiser le rendement par rapport au risque. On est des investisseurs actifs. On veut obtenir un rendement qui est plus élevé que celui de notre barème, mais en même temps, on ne veut pas prendre plus de risques. Donc, on va chercher des titres qui ont le potentiel de surperformer, toujours dans les titres à revenu fixe. Donc, c'est la même philosophie qu'avec les actions, finalement. Mais le deuxième niveau, c'est vraiment au niveau des besoins des clients. Et là, c'est très important pour les titres à revenu fixe. Si on peut passer au prochain tableau, le client, finalement, va avoir 2 objectifs quand vient le temps d'investir en revenu fixe. Il peut avoir besoin de financer des retraits. Donc, il va nous dire, j'ai un portefeuille d'1 million de dollars, j'ai besoin de 50 000 par année pour vivre. Alors, nous, on va provisionner un certain montant, à peu près 5 ans, donc 5 fois 50 000 dollars. On va lui dire, il y a 250 000 dollars, là. On ne peut pas l'investir en actions, ce 250 000 $-là. On n'a pas un horizon de placement suffisamment long pour avoir l'assurance morale de faire un bon rendement. Alors, on va provisionner ça, puis on va pallier justement à ces décaissements-là avec le portefeuille de revenus fixes. L'autre objectif, c'est qu'on veut que notre client puisse dormir. Alors, des fois, il y en a que ça va être pour des décaissements, puis il y en a d'autres qui vont nous dire, écoute, moi, si je suis 100 % en action, je ne dors plus la nuit. Alors, on veut pas priver nos clients de leur sommeil. Alors, souvent, on va aller prendre des titres à revenu fixe, finalement, pour stabiliser le portefeuille, pour contrer ce risque-là, cette crainte-là du client à avoir de la volatilité dans le portefeuille. Et la stratégie de titre à revenu fixe, elle est très axée sur les besoins du client, finalement, parce que comme c'est de l'argent, souvent, qui est requis à court terme, c'est important de bien connaître le client, de voir, par exemple, y a-t-il des imprévus qui pourraient faire qu'il y a de l'argent qui est requis. S'il y a une crise financière demain matin, on ne veut pas avoir à vendre les actions en panique. Donc, c'est vraiment de poser question au client, voir à quel point il y a de l'expérience par rapport à l'investissement, comment il a réagi lors de la dernière crise. Toutes ces choses-là, c'est le deuxième niveau de notre pyramide qu'on va valider. Ça revient encore à la base, là. Hein? Oui. Quand on suit un cours en valeur mobilière, la base, c'est de bien connaître son client. Voilà. C'est la première question, c'est la première chose qui nous enseigne, d'ailleurs. Et de bien connaître son client va éviter plus tard d'avoir beaucoup de problèmes. C'est pas pour rien que vous faites remplir un questionnaire à vos clients. Nous, on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. Un questionnaire n'est pas un bon remplacement à une bonne rencontre d'une heure où on prend le temps de parler à notre client, voir c'est quoi ses contraintes, c'est quoi ses défis. Un questionnaire, souvent, va évacuer ces détails-là. Mais il y en a certains qui procèdent par ça. On ne dit pas que ce n'est pas la mauvaise méthode, mais nous, on privilégie vraiment une poignée de main, que ce soit oral ou encore par écrit, il faut qu'il y ait une base quelque part. C'est ça qui est important. Voilà. Les critères d'investissement maintenant. Oui. Vous avez beau bien connaître votre client, vous avez beau vouloir faire mieux que le marché, si vous ne savez pas quoi acheter, finalement, vous allez retomber bredouille. Alors, nous, on a 4 critères, un peu comme au niveau des actions, mais les critères sont différents.
Et vous le voyez à l'écran, dans le fond, c'est la base de la pyramide. On cherche un modèle d'affaires qui est soutenable. On ne veut pas d'une entreprise, par exemple, que ses revenus vont varier énormément, par exemple, à cause du prix d'une commodité. OK. On veut une entreprise, si on compare, admettons, l'entreprise à un être humain, on veut une entreprise qui est capable de respirer, qui a un bon bilan de santé. On n'a pas besoin que ce soit un Piquet Souban, là, qui est un athlète qui va aller partout et qui va chercher à tout faire. La perspective est un peu différente qu'au niveau des actions. Ensuite de ça, on va chercher une entreprise qui a un bon bilan. Et là, c'est assez creux quand on dit bon bilan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prenez une entreprise qui a des bénéfices, par exemple, des bénéfices avant intérêts et impôts de 500 millions. Puis ils ont des versements d'intérêts à faire chaque année de 100 millions. On va dire, bon, mais ils ont une bonne couverture, ils ont une bonne marge de sécurité. Génèrent 5 fois plus que les intérêts qu'ils ont à payer. C'est bon. Imaginez finalement que le modèle d'affaires n'est pas soutenable. Du jour au lendemain, le 500 millions tombe à 150 millions. Il ne reste plus grand-chose. Là, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Après ça, on va aller voir, donc on va regarder le niveau de couverture à ce niveau-là. Mais après ça, on va aller voir la structure de la dette. Puis là, ça prend vraiment, il faut aller au bilan, voir les notes afférentes. Reprenons le même exemple. 150 millions de bénéfices, 100 millions de charges d'intérêt. On se rend compte au bilan que toute la dette de l'entreprise va être remise à niveau, va être renouvelée l'an prochain. Et que les taux d'intérêt ont monté dernièrement. Qu'est-ce qui va arriver un an plus tard? Il va y avoir plus de charges. Les paiements d'intérêt qui étaient de 100 millions vont être de 200 millions. Alors, on va se retrouver les culottes à terre. On a 150 millions, on a 200 millions à payer. Fait qu'on va prendre le temps de décomposer la structure de la dette, voir est-ce qu'une hausse, par exemple, des taux d'intérêt les mettrait à risque ou est-ce que c'est échelonné de manière où ils ont le temps de réagir. Structure de la dette, couverture des intérêts, très important. Et liquidité globale du portefeuille également, c'est bien important. Là. Liquidité globale, comment le titre se positionne dans le portefeuille, si les taux d'intérêt montent, si les taux d'intérêt baissent, comment ça va réagir par rapport au reste du portefeuille. Ici, je peux revenir rapidement sur le rapport rendement et durée. On va regarder un peu quel est notre appétit à prendre des longues échéances. Imaginez par exemple que les taux d'intérêt, on regarde depuis 50 ans, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Alors, on n'ira pas prendre des échéances extrêmement longues, ce qui va faire en sorte que si les taux d'intérêt montent, on ne se fera pas, encore une fois, prendre les culottes à terre. C'est extrêmement important. Là. Puis ça, le truc là-dedans, c'est pas nécessairement de regarder ce qui est en train de se passer dans le domaine des entreprises, mais regarder les taux de la Banque du Canada. Vous allez le voir tout de suite. Qu'est-ce qui risque d'arriver dans le marché? Il faut regarder aussi les différentes clauses. Oui. Souvent, on voit des portefeuilles de revenus fixes avec beaucoup de titres. Regardez s'il y a des clauses de rachat et tout ça, c'est important. Extrêmement important. Bon, on poursuivra un petit peu plus tard. Oui. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. On fait une pause. On va revenir avec Lyle Rivard dans un instant tout de suite.